Un millionnaire a été forcé d'emmener la fille la plus laide de l'entreprise à une fête après avoir perdu un pari. Mais quand elle est arrivée, tout le monde s'est levé en silence. Julien Moreau n'était pas du genre à perdre. Héritier présomptueux de l'empire technologique Morotech, installé au cœur de Lyon, il incarnait l'arrogance d'une génération dorée qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Grand, élégant, toujours vêtu de costumes sur mesure, il s'imposait dans les bureaux comme sur les réseaux sociaux, avec une aisance insolente. Autour de lui, une cour de collègues fascinés et complices. Tout chez lui semblait calculé, le sourire narquois, les remarques tranchantes, les silences pleins de suffisance. Ce jeudi soir-là, dans un bar feutré près de la place Bellecour, la bière coulait librement et les esprits s'échauffaient. Autour de la table, les membres de l'équipe stratégie, une élite choisie à la main par Julien, riaient bruyamment. Les sujets, aussi futiles que récurrents, allaient des dernières conquêtes amoureuses aux performances de l'entreprise, en passant par des potins de bureaux soigneusement déformés. Au cœur de l'ambiance, Julien lançait un défi après l'autre sûr de lui hilar. Mais une remarque de Loïc, le directeur commercial, fit basculer la soirée. Par contre, Julien n'était pas capable de venir à la fête de fin d'année avec Claire Dubois, lança-t-il en ricanant, les yeux brillants de provocation. Un silence bref précéda l'explosion de rire. Claire Dubois. Le nom avait fait mouche. Dans l'univers étincelant de Morotech, Claire était une ombre, toujours assise au fond des réunions, silencieuse, vêtue de pulls informes et de pantalons délavés. Personne ne savait vraiment ce qu'elle faisait, ni d'où elle venait. On disait qu'elle travaillait dans le département de veille algorithmique, invisible, étrange. Une anomalie dans cet écosystème de performance et d'ambition bien lissée. Julien sourit, son verre à la main, et leva un sourcil. Il n'hésita qu'une seconde. « Pari tenu, dit-il, sûr de son effet. Je l'invite, je l'emmène, je fais d'elle la star de la soirée. » Les rires redoublèrent. Certains frappèrent la table, d'autres se tapèrent dans le dos. La scène, banale dans ce cercle de pouvoir, s'inscrivait dans la tradition des paris cruels, ces jeux de pouvoir déguisés en farce. Pour Julien, ce n'était rien d'autre qu'une distraction de plus, une manière de pimenter une fête trop prévisible. Il s'imaginait déjà la scène. Claire, perdue dans les projecteurs, maladroite, entourée de regards moqueurs. Il se voyait comme un prince magnanime l'ayant sorti de son anonymat pour une nuit. Ce serait une anecdote savoureuse à raconter, une blague de plus à inscrire au tableau de chasse de son ego. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le regard de Camille, sa fidèle assistante qui, assise en retrait, observait la scène avec une expression indéchiffrable, ni les quelques regards échangés autour de la table, teintés d'un malaise diffus. L'espace d'un instant, une gêne flottante s'était installée, puis elle fut balayée par le tumulte des rires. Julien vida son verre d'un trait, tapa dans la main de Loïc et conclut d'un ton théâtral « Ce sera la plus belle blague de l'année ». Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que certaines blagues ont un goût amer et que parfois, ce sont elles qui nous révèlent à nous-mêmes. Il ne connaissait pas Claire Dubois. Pas vraiment. Pas encore. Le lundi matin, les couloirs du siège de Morotech résonnaient d'un calme apparent, troublé par une tension souterraine difficile à nommer. À l'étage des open space, où travaillaient les départements les plus stratégiques, les regards circulaient plus que de coutume. L'information avait filtré dès le vendredi soir. Porté par les bavardages numériques et les confidences de bar, Julien Moreau avait invité Claire Dubois à la fête annuelle de l'entreprise. Pas comme une blague en coulisses, pas comme une rumeur passagère, mais comme une annonce officielle assumée, rendue publique par le principal intéressé lui-même devant une dizaine de collègues. Et ce matin-là, il allait rendre cette annonce encore plus visible. À 9 heures précises, Julien entra dans l'open space central, un café à la main, flanqué de Loïc et de Camille. Il arborait ce sourire éclatant qui précédait souvent ses gestes les plus théâtraux. Son regard balaya les bureaux avant de s'arrêter sur un point fixe, à l'autre bout de la pièce. Claire Dubois, assise à son poste, en retrait, comme à son habitude. Son écran illuminait à peine son visage partiellement dissimulé derrière une mèche épaisse de cheveux. Elle semblait absorbée dans une tâche quelconque, imperméable au tumulte social autour d'elle. Mais elle savait, elle avait entendu, et elle attendait. Julien s'approcha à pas lents, comme s'il entrait en scène. Plusieurs têtes s'étaient déjà levées. Les conversations s'étaient éteintes peu à peu, laissant
Place à un silence crispé, presque nerveux. L'air vibrait d'une curiosité malsaine, celle qu'on retrouve dans les cours d'école quand quelqu'un va être publiquement humilié. Julien s'arrêta à 1 mètre de Claire, planta ses yeux dans les siens et prononça d'une voix claire assez forte pour être entendue de tous. « Claire, j'espère que tu es libre vendredi soir. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes à la fête de l'entreprise. » Un silence total suivit ces mots. Pas un murmure, pas un soupir. Juste ce vide sonore qui se crée lorsqu'une attente collective est comblée et que chacun retient son souffle pour capter la réaction. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle leva lentement les yeux de son écran, se redressa un peu et repoussa machinalement la mèche de cheveux qui lui couvrait le visage. Son regard, clair et fixe, se planta dans celui de Julien. Il y avait dans ses yeux une intensité nouvelle, une distance glaciale que personne ne lui connaissait. Elle ne souriait pas, elle ne tremblait pas. Elle observait, longuement. Une éternité sembla passer avant qu'elle ne parle. Sa voix, quand elle émergea, était basse mais ferme. D'accord. Un simple mot, sans fioriture, sans émotion apparente. Mais il porta comme un coup de tonnerre. La salle, d'abord figée, explosa en mouvements imperceptibles. Des chuchotements échappés entre les dents, des regards échangés avec nervosité, des épaules qui se raidirent. Julien, lui, resta un instant interdit. Il s'était préparé à tout. Un refus gêné, un sourire embarrassé, une fuite précipitée. Mais pas à ce d'accord glacial, lancé comme une flèche. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, une blague peut-être, mais se ravisa. Claire avait déjà détourné le regard et replongé dans son écran. Le malaise gagna l'ensemble de l'open space. Camille, restée en retrait, suivait la scène avec une attention aiguë. Elle vit Julien reculer d'un pas, reprendre contenance et esquisser un sourire crispé. Il lâcha un parfait alors, mal assuré, puis tourna les talons, laissant derrière lui une atmosphère de plomb. Toute la journée, le bureau fut traversé de courants souterrains. On parlait bas, on gloussait en coin, on écrivait frénétiquement sur les messageries internes. Les spéculations fusaient. Est-ce qu'elle avait compris que c'était une blague? Pourquoi avait-elle accepté? Est-ce qu'elle allait s'habiller comme d'habitude? Est-ce que Julien allait vraiment la présenter au cadre supérieur, aux partenaires, aux investisseurs? Mais ce que la plupart des employés ne voyaient pas, c'était ce qu'il se jouait en dehors des apparences. Claire, sous ses dehors impassibles, n'avait pas été surprise. Elle avait entendu le pari, elle avait entendu le rire gras de Loïc, la complicité paresseuse des autres, la fausse indifférence de Camille, figée par son rôle. Elle avait vu venir l'humiliation, et elle avait choisi de l'affronter, non pas pour se venger, mais pour quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus essentiel. Quelque chose que ni Julien ni les autres ne soupçonnaient. Ce soir-là, seule dans son petit appartement de la Croix-Rousse, Claire s'assit sur le sol, un carnet posé sur les genoux. Elle écrivit quelques lignes, lentement, méthodiquement. Puis elle leva les yeux vers la fenêtre, où les lumières de la ville scintillaient à travers la brume légère. Elle ne se demandait pas ce qu'elle allait porter. Elle ne se demandait pas comment elle allait marcher ou sourire ou parler. Elle pensait à ce que cette invitation signifiait, à ce qu'elle allait en faire, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une énergie étrange monter en elle. Pas de la colère, pas de la peur, une sorte de clarté froide, comme une décision qu'on ne formule pas, mais qui vous transforme déjà. Le mardi matin s'annonçait sous un ciel pâle, et dans les bureaux de Morotech, une certaine tension flottait toujours dans l'air. La nouvelle de l'acceptation. De Claire Dubois avait continué à circuler comme une traînée de poudre, attisant la curiosité autant que le malaise. Certains y voyaient un défi, d'autres une stratégie obscure, mais tous s'accordaient à dire que quelque chose de peu commun venait de se produire. Julien Moreau, lui, évitait soigneusement tout commentaire sur l'affaire. Son assurance habituelle s'était transformée en une prudence silencieuse. Il avait beau tenter de reprendre le contrôle de la narration en public, une partie de lui sentait que la situation lui échappait. Mais pendant que le monde bruissait de suppositions, Claire agissait. Le même jour, peu avant midi, elle frappa à la porte du bureau de Camille, la fidèle assistante de Julien. Celle-ci, surprise par cette visite aussi soudaine que rare, l'invita à entrer avec un sourire poli. Claire resta debout, droite, son sac en bandoulière contre elle, le regard calme, posé. Elle ne cherchait pas à impressionner, ni à plaire.
Elle était venue avec un but précis, et son attitude en portait la marque. Camille, toujours prompte à gérer les imprévus, masqua son étonnement derrière une attitude professionnelle. « Je peux t'aider, Claire ?» demanda-t-elle en fermant doucement son ordinateur portable. Claire prit une inspiration brève, puis parla d'une voix posée. « J'ai accepté l'invitation de Julien pour la fête, et je vais avoir besoin de ton aide. » Camille haussa légèrement les sourcils, intriguée. « Mon aide? Pourquoi exactement ?»« Pour être présentable, » répondit Claire sans détour. « Pas spectaculaire, pas remarquable. Juste que ce soit propre, sobre, que ça tienne debout. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Camille, déconcertée par l'absence totale de gêne ou de soumission dans la voix de Claire, la regarda attentivement. Il n'y avait ni fierté ni honte, juste une volonté nue, une demande claire posée là, sans filtre. « Je vois », murmura Camille, après un moment. « Et pourquoi moi ? Parce que tu connais les codes et que tu as de l'élégance sans en faire trop. Je ne cherche pas à ressembler aux autres. Je veux juste qu'il n'ait rien à dire sur mon apparence, qu'il soit forcé de regarder autrement. » Cette phrase frappa Camille de plein fouet. Dans la bouche de Claire, elle ne sonnait ni comme une revendication, ni comme une plainte. C'était une déclaration d'intention. Claire ne venait pas mendier un relooking. Elle venait réclamer un droit à la neutralité, une invisibilité maîtrisée, choisie et non plus subie. Camille acquiesça lentement. Elle comprenait désormais que Claire n'était pas en train de jouer un rôle. Elle ne cherchait pas à séduire ni à manipuler. Elle préparait une réponse, un acte silencieux de redéfinition de soi. Et dans cette démarche, elle lui faisait confiance. Ce geste, inattendu, la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. « Très bien, dit-elle enfin. On va faire ça à ma manière, rien de tape à l'œil. On va travailler sur la coupe, la posture, les détails. Tu me laisses carte blanche ?» Claire acquiesça. « Jusqu'à un certain point, oui. J'ai juste une seule exigence. Je veux pouvoir respirer dans ce que je porte. Je ne veux pas me cacher, mais je ne veux pas me travestir non plus. » « Marché conclu, » répondit Camille, un sourire fin aux lèvres. Elles convinrent de se retrouver le samedi matin suivant pour une session privée dans un salon que Camille connaissait bien, en périphérie de Lyon. Un lieu discret, spécialisé dans les transformations sobres, loin des excès et des clichés des grandes enseignes. Camille prit immédiatement quelques notes mentales: morphologie, couleur de peau, type de cheveux, texture. Elle savait déjà qu'elle n'aurait pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tout était là, il suffisait de le révéler. Lorsque Claire quitta le bureau, un calme étrange s'abattit sur la pièce. Camille resta assise un moment, pensive. Elle repensait à ce que Claire avait dit, qu'il soit forcé de regarder autrement. Cette phrase ne cessait de résonner en elle. Ce n'était pas une revanche, c'était une affirmation. Dans les jours qui suivirent, Camille se plongea dans cette mission avec une attention quasi militante. Elle prit contact avec une styliste discrète, une maquilleuse, spécialisée dans les mises en valeur naturelles, et une coiffeuse réputée pour ses coupes structurées mais douces. Elle évita volontairement les discours de transformation radicale. Ce qu'elle cherchait, c'était une cohérence. Elle voulait que Claire puisse se reconnaître dans le miroir, pas qu'elle se sente déguisée. De son côté, Claire ne parla de ce projet à personne. Elle continua à travailler comme si de rien n'était, restant fidèle à ses routines discrètes. Elle ne se justifiait pas. Elle ne réagissait pas aux regards prolongés ni aux messes basses. Elle semblait imperméable à tout ce tumulte, concentrée sur un objectif qui ne concernait personne d'autre qu'elle-même. Mais intérieurement, quelque chose avait commencé à bouger. Depuis cette rencontre avec Camille, Claire sentait une tension nouvelle, un mélange de peur et d'excitation qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle n'allait pas seulement affronter les regards, elle allait les obliger à se réajuster, à remettre en question ce qu'ils pensaient savoir d'elle. Et dans cette perspective, chaque pas, chaque choix, chaque fibre de tissu prenait une signification particulière. Ce n'était plus seulement une fête d'entreprise, c'était une scène, et pour une fois, elle n'allait pas la fuir. Samedi matin, le ciel de Lyon était couvert d'un voile de brume, et l'air portait ce silence particulier des fins de semaine en hiver. Dans un quartier résidentiel discret, légèrement en retrait du centre-ville, une petite enseigne sans prétention se distinguait à peine des maisons alentours. Aucun néon, aucune vitrine tape à l'œil. Juste une plaque en laiton gravé
au nom de l'Atelier Vérité. C'était ici que Camille avait donné rendez-vous à Claire, bien avant l'ouverture officielle. Claire arriva avec quelques minutes d'avance. Elle portait son éternel manteau trop grand, ses bottines, élimées et un sac en toile aux bords effilochés. Elle avait attaché ses cheveux à la va-vite, comme pour ne pas y penser. En poussant la porte, elle fut accueillie par une lumière douce, une odeur de thé vert et de bois ciré. Tout dans cet endroit semblait pensé pour apaiser. Les murs étaient peints de tons chauds, les meubles en bois brut dégageaient une chaleur discrète, et la musique ambiante, à peine audible, semblait flotter plutôt que jouer. Camille l'attendait déjà, vêtue simplement mais avec une élégance que Claire admirait sans jamais oser imiter. À ses côtés, 3 femmes aux allures différentes, mais au regard commun. Attentif, bienveillant, professionnel. Camille fit les présentations brièvement. Hélène, la coiffeuse, aux cheveux poivre et sel et à l'allure assurée, Juliette, la styliste, longiligne, silencieuse mais perçante, et Léa, la maquilleuse, tout en gestes calmes et précis. Claire les salua un peu raides, mais sans hostilité. Camille prit la parole avec un ton doux, presque cérémonieux. « Ici, personne ne va te transformer. On va juste découvrir ce que tu caches. Rien de plus. » Claire acquiesça, sans sourire, mais avec une lueur d'acceptation dans les yeux. Le processus pouvait commencer. La première étape fut la coiffure. Hélène fit lentement glisser les élastiques qui retenaient les mèches fatiguées. Elle caressa doucement le cuir chevelu de Claire, examinant la texture, la densité, la forme du crâne. Elle ne parla presque pas. Ses ciseaux dansaient avec une fluidité hypnotique, accompagnée du léger souffle du sèche-cheveux. Peu à peu, les mèches longues tombèrent au sol, remplacées par une coupe courte, structurée, qui dégageait le visage sans le durcir. Claire observait dans le miroir, fascinée par l'image qui s'affinait sous ses yeux. Ce n'était pas une autre personne, c'était elle, mais droite, dénuée de fardeaux inutiles. Juliette prit ensuite le relais. Elle avait préparé une sélection de tenues qu'elle n'avait pas montrées à l'avance. Elle invita Claire à essayer plusieurs pièces, toujours dans des tissus naturels, aux coupes sobres mais ajustées. Il ne s'agissait pas de la déguiser, mais de sculpter sa présence. Claire finit par s'arrêter sur une robe bleu foncé, en soie mate, qui épousait son corps sans jamais l'étreindre. Les manches 3/4 révélaient ses poignets fins, le col légèrement bateau mettait en valeur sa nuque, et la taille soulignée créait une silhouette élégante sans ostentation. Juliette ajouta un manteau droit, couleur ivoire, et une paire de chaussures basses en cuir noir. Ni talons, ni bijoux, juste une cohérence. Enfin, Léa approcha avec sa trousse de maquillage. Elle posa ses doigts légers sur le visage de Claire, étudia la carnation, les angles, les creux. Elle ne chercha pas à cacher, mais à révéler. Un léger fond de teint pour unifier, une touche de blush pour réchauffer, un soupçon de mascara pour ouvrir le regard et un baume teinté sur les lèvres. Claire resta immobile pendant toute la séance, les yeux fermés, respirant profondément. Quand elle ouvrit les paupières, elle mit un instant à reconnaître le reflet dans la glace. Le silence dans la pièce fut total. Les 3 femmes observaient, sans un mot. Camille s'approcha, enfin posa une main légère sur l'épaule de Claire et murmura « Voilà, c'est toi ». Claire, les mains posées sur les cuisses, inspira profondément. Elle se leva lentement, observa son reflet sous tous les angles. Elle ne souriait pas, mais une paix nouvelle émanait de son regard. Ce qu'elle voyait n'était pas une version améliorée d'elle-même. C'était une vérité mise à jour, rendue visible. Elle n'avait rien ajouté. Elle avait seulement retiré ce qui cachait. Elles restèrent ainsi quelques instants dans cette lumière tamisée, dans ce moment suspendu. Camille finit par briser le silence. « Tu es prête pour vendredi ?» Claire hocha la tête. Elle n'avait plus peur, plus de honte, ni de doute. Il n'y avait plus que cette certitude froide et limpide. Elle n'allait pas à une fête, elle allait à une confrontation, et elle y irait debout. Quand elle quitta l'atelier Vérité, le vent s'était levé, et les nuages commençaient à se disperser au-dessus de la ville. Claire marcha longtemps, sans se presser, portant son sac avec aisance, comme si le poids avait changé. Chaque pas résonnait différemment sur les pavés. Dans les vitrines qu'elle croisait, elle ne se regardait plus en se demandant si elle était invisible. Désormais, elle avançait avec la conscience tranquille de celle qui n'a plus rien à prouver.
seulement à imposer en silence sa présence. Le vendredi soir arriva avec une précision implacable, comme un rideau qui se lève sur une scène longtemps préparée. Au château de Montchat, tout était en place, les lustres resplendissants, les tapis déroulés, le buffet dressé avec une minutie d'apparat. Les convives, vêtus de leurs tenues les plus distinguées, arrivaient par vagues, escortés par des voitures aux vitres fumées. Rires feutrés, verres qui tintent, poignées de main échangées avec une politesse affûtée. C'était une soirée comme Morotech savait les organiser. Grandiose, calculée, parfaitement chorégraphiée. Julien Moreau était attendu, comme chaque année, non seulement comme figure emblématique de l'entreprise, mais aussi comme animateur officieux de ces festivités. Son charisme, sa prestance, son aisance sociale en faisaient un acteur central de ces mondanités. Il le savait, il l'acceptait, il le cultivait. Mais ce soir-là, quelque chose en lui résistait. Il était vêtu d'un costume sombre, chemise blanche, cravate de soie bleu nuit, impeccablement taillée, mais son reflet dans le miroir de son appartement lui paraissait étrangement flou. Il avait du mal à se concentrer, à retrouver le plaisir habituel qu'il prenait à préparer ses apparitions. Il pensait à Claire, à la manière dont elle l'avait regardé cette semaine, à cette voix calme, ce refus implicite d'être une pièce dans son jeu. Et plus le moment approchait, plus il sentait un trouble qu'il n'avait pas prévu. À 20 heures précises, Julien fit une halte devant un petit immeuble discret de la Croix-Rousse. Il sortit de la voiture, ajusta sa veste, inspira profondément et monta les quelques marches menant à l'entrée. Claire l'attendait déjà. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Julien resta figé. Elle ne ressemblait pas à une autre femme. Elle ne s'était pas transformée en beauté spectaculaire ni en créature de bal. Elle était simplement elle-même, Claire, mais redessinée, révélée. Sa coupe de cheveux courte encadrait son visage avec douceur. Ses yeux, auparavant fuyants, fixèrent les siens avec une assurance paisible. La robe bleu foncé qu'elle portait tombait parfaitement, sans extravagance. Son manteau ivoire sur les épaules, les mains croisées devant elle, elle irradiait une forme de dignité rare. Julien, qui avait préparé une plaisanterie légère pour briser la glace, sentit les mots mourir dans sa gorge. Il ne dit rien. Il la contempla en silence, incapable de détourner les yeux. « On y va ?» demanda Claire d'une voix neutre. Il hocha la tête et, sans répondre, lui offrit son bras. Elle hésita une seconde, puis le prit. La descente des escaliers, le trajet jusqu'à la voiture, le court moment à l'intérieur du véhicule, tout se déroula dans un silence inhabituel. Julien, d'ordinaire volubile, se contentait de jeter des regards furtifs à sa passagère. Il ne savait pas quoi dire, non pas par manque de mots, mais par crainte de dire quelque chose qui sonnerait faux. Sur la route, il voulut plusieurs fois briser ce mutisme pesant, poser une question banale, faire une remarque anodine. Mais chaque fois, il se ravisait. Car Claire, immobile, regardait par la fenêtre avec une sérénité désarmante. Il comprenait, alors confusément, que quelque chose avait changé de manière irréversible. Elle n'était plus la cible d'un pari. Elle n'était plus une inconnue dans l'ombre. Elle était une présence. Claire Dubois, dans sa version la plus silencieusement redoutable. À l'approche du château, les lumières illuminaient la façade comme dans un conte. La voiture s'arrêta devant le tapis rouge, et un huissier ouvrit la portière. Julien descendit en premier, puis tendit la main à Claire. Elle sortit du véhicule avec une grâce naturelle, droite, le regard calme. Immédiatement, les conversations s'éteignirent. Les rires se suspendirent. Les murmures s'étouffèrent. C'était comme si l'air lui-même avait changé de densité. Dans le grand salon d'entrée, les regards se tournèrent, les corps se figèrent. Julien sentit les premiers frissons de surprise générale. On reconnaissait Claire, oui, mais on ne savait plus comment la regarder. Ce n'était pas une transformation, c'était une révélation brutale. Sa présence décapait les certitudes, effaçait les caricatures. Les collègues qui riaient d'elle la veille baissaient maintenant les yeux. Ceux qui l'ignoraient ne savaient plus comment lui adresser la parole. Même les cadres les plus hauts placés, habitués à dominer par leur simple statut, se retrouvaient démunis. Julien, à son bras, restait silencieux. Il observait les réactions, attentif, troublé. Ce qu'il avait imaginé comme une comédie sociale tournait lentement au drame personnel. Il n'était plus le centre. Il n'était plus le meneur du jeu. Claire marchait à ses côtés, mais elle portait l'attention de tous.
pas par provocation, par simple présence, et c'était, paradoxalement, ce qui la rendait si magnétique. Ils traversèrent le salon d'un pas mesuré, sous les regards muets. Quand ils atteignirent le cœur de la salle, où un petit orchestre jouait une valse discrète, Julien se pencha légèrement vers elle. « Tu es... » Il chercha un mot. Il voulait dire « belle », mais cela aurait été réducteur. Il voulait dire « différente », mais cela aurait été offensant. Alors il ne dit rien. Il se contenta de la regarder comme on regarde une évidence trop longtemps ignorée. Claire ne répondit pas. Elle ne souriait pas. Elle n'affichait aucune satisfaction. Elle n'exhibait pas sa revanche. Elle avançait, simplement, droitement, comme si ce moment n'était pas une victoire mais un commencement. Et dans ce silence, plus fort que tous les discours, le château tout entier semblait écouter. Le château de mon chat, habituellement, endormi dans sa noblesse tranquille, brillait ce soir-là de 1000 éclats. Les voitures de luxe s'enchaînaient devant l'entrée principale, déposant des invités en tenue de gala, accueillis par des valets en uniforme. L'intérieur resplendissait d'un éclat presque irréel. Les lustres anciens jetaient une lumière dorée sur les murs de pierre, les colonnes décorées de guirlandes lumineuses ajoutaient une touche moderne au charme ancestral du lieu, et le parquet ciré brillait sous les pas feutrés des premiers arrivés. Les conversations s'élevaient, douces mais vibrantes, et les verres de champagne tintaient comme autant de promesses d'une nuit inoubliable. La salle principale, décorée avec une sobriété raffinée, accueillait progressivement l'élite de Morotech, les partenaires financiers, les cadres supérieurs, les influenceurs du monde technologique lyonnais. On commentait déjà les tenues, les arrivées, les absences. Mais malgré l'affluence, une attente muette persistait. Tout le monde savait que Julien Moreau n'était pas encore là. Et avec lui, la fameuse invitée. Lorsque la voiture noire s'arrêta devant les grilles du château, le personnel chargé de l'accueil reconnut immédiatement le véhicule et se redressa. Quelques regards se tournèrent, les conversations ralentirent. Julien sortit en premier, calme, l'attitude plus sobre que d'habitude. Puis il se tourna vers la portière arrière et tendit la main. Claire Dubois en descendit. Il n'y eut ni murmure ni exclamation. Juste un silence pur, immédiat, presque sacré. Elle n'avait rien d'extravagant. Et pourtant, tout chez elle captait l'attention. La coupe nette de ses cheveux, la robe bleu nuit au tombé parfait, les épaules droites, le port de tête assuré. Elle n'avait pas l'allure d'une vedette, mais celle d'une femme que l'on ne peut ignorer. Sans maquillage ostentatoire, sans bijoux clinquants, elle s'imposait par une vérité simple. Elle était là, pleinement présente. Julien l'accompagna jusqu'à l'entrée, où les hôtes, un instant désarçonnés, s'inclinèrent avec un léger retard, pris de court par cette apparition inattendue. Lorsqu'ils franchirent les portes du grand hall, le changement d'atmosphère fut instantané. L'air sembla se figer. Les groupes de discussion s'interrompirent, les rires se tarirent, et tous les regards convergèrent vers l'entrée. Claire s'arrêta une seconde à peine, le temps de prendre conscience du silence autour d'elle. Elle ne baissa pas les yeux, elle ne chercha pas un visage connu. Elle marcha, d'un pas mesuré, régulier, sans précipitation. À son bras, Julien avançait aussi, mais ce soir, il n'était plus le centre. Il suivait son rythme, conscient, de l'inversion subtile qui s'était opérée. Il n'avait plus besoin de briller. Il accompagnait une lumière nouvelle. Chaque pas de Claire résonnait sur le parquet comme un défi muet lancé à l'Assemblée. Les habitués, ceux qui régnaient sur ces soirées par leur verbe ou leur réseau, restaient quoi? Personne ne trouvait les mots justes. Ce n'était pas une métamorphose spectaculaire. Ce n'était pas une revanche criante. C'était une évidence crue, nette, irréfutable. Claire Dubois, autrefois invisible, venait d'entrer dans le champ des regards. Et elle y était incontestable. À mesure qu'ils avançaient vers le cœur de la salle, un phénomène étrange se produisait. Les invités, d'abord figés par la surprise, se mettaient lentement à s'écarter sur leur passage, comme s'ils redessinaient un couloir d'honneur spontané. Sans qu'aucune consigne n'ait été donnée, chacun comprenait qu'il se passait quelque chose, une scène, un renversement, une déclaration silencieuse d'existence. Julien, qui observait ces mouvements du coin de l'œil, comprenait sans en saisir encore toutes les implications. Il sentait seulement que la blague qu'il avait initiée avait accouché d'un événement qui le dépassait.
Il n'avait plus de contrôle. Il n'était plus le narrateur. Il était un figurant dans une histoire dont il avait lancé l'allumette, mais dont le feu lui échappait. Une fois arrivée au centre de la pièce, Claire se détacha légèrement de son bras et se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent. Elle ne dit rien, il non plus. Tout avait déjà été dit, dans le silence du salon, dans les regards échangés, dans les gestes mesurés. Elle reprit sa marche, se mêlant aux autres invités avec une aisance tranquille. Les conversations reprirent, mais à voix basse, pleines de sous-entendus, d'interrogations, de repositionnements intérieurs. Les collègues les plus sceptiques murmuraient des justifications absurdes à leurs voisins. Elle a dû se faire coacher. C'est sûrement Camille qui a tout organisé. C'est fou ce que peut faire une bonne styliste. Mais ces explications superficielles ne tenaient pas, car ce n'était pas une affaire d'apparence, c'était un bouleversement d'axe. Claire salua poliment quelques personnes, répondit à des questions simples sans se montrer ni distante, ni familière. Elle ne cherchait pas l'attention, elle ne l'évitait pas non plus, elle la traversait. Elle était là dans toute la force silencieuse de quelqu'un qui n'a plus rien à justifier. Les rares collègues qui osèrent de s'approcher se trouvèrent face à une présence calme mais pénétrante, qui ne leur laissait plus la possibilité d'ignorer ce qu'ils avaient choisi de ne jamais voir. Et dans ce salon, au milieu des lumières et des dorures, entre les toasts au foie gras et les flûtes de champagne, la fête avait changé de visage. Ce n'était plus une célébration mondaine, c'était une nuit de basculement. La nuit où Claire Dubois avait franchi le seuil, non pas de la beauté ni de la reconnaissance, mais celui de la légitimité, la sienne. Au fil des heures, la fête annuelle de Moreau Tech prenait l'allure d'un théâtre social fascinant. D'abord, figés dans la surprise, les invités s'étaient peu à peu réorganisés autour de l'épicentre inattendu qu'était devenu Claire Dubois. Son apparition, sa posture, sa manière de circuler dans la salle sans effort ni intention de séduire, avaient déclenché une série de réactions dont elle-même ne mesurait pas encore l'ampleur. Ce qui avait commencé comme un acte discret d'affirmation de soi se métamorphosait sous les lustres du château, en phénomène d'observation généralisée. Les collègues qui, une semaine auparavant, ne lui adressaient même pas un salut, hésitaient maintenant entre curiosité et culpabilité. Certains tentèrent de l'aborder à tâtons, comme s'ils redoutaient de révéler leur propre superficialité dans l'échange. Une directrice de département, connue pour son ton sec et ses jugements rapides, engagea la conversation d'une voix faussement légère, lui demandant si elle avait récemment changé de poste, feignant l'ignorance. Claire répondit simplement qu'elle travaillait toujours dans le même service et ajouta sans ironie que ses compétences n'avaient pas changé depuis la semaine précédente. La remarque, tranquille mais acérée, eut l'effet d'un miroir. La directrice détourna, les yeux murmurant une excuse avant de s'éloigner. Mais la soirée ne fut pas seulement faite de malaise. Peu à peu, des échanges sincères naquirent. Un ingénieur de l'équipe recherche, que Claire connaissait vaguement, s'approcha timidement pour lui parler d'un article qu'elle avait rédigé 2 ans plus tôt sur les biais algorithmiques dans les outils de reconnaissance vocale. Il avait toujours voulu en discuter, mais n'avait jamais osé, convaincu qu'elle n'était pas accessible. Claire, surprise mais touchée, engagea la discussion avec plaisir. Bientôt, une petite foule se forma autour d'eux, attirée non par la nouveauté de sa transformation, mais par la qualité de ses idées. Julien, à quelques mètres de là, observait la scène. Appuyé contre une colonne de marbre, un verre intact à la main, il restait en retrait. Ce qu'il voyait le déstabilisait profondément. Il n'y avait plus rien de drôle, plus rien de léger. Claire n'était plus un élément de décor dans sa soirée. Elle en était le centre, non par force, mais par gravité. Elle ne parlait pas fort, ne riait pas aux éclats, ne cherchait pas l'attention. Et pourtant, elle attirait à elle des gens que Julien avait lui-même tenté de séduire sans succès par le passé. Il tenta à plusieurs reprises de s'approcher, de glisser un mot, mais à chaque fois, il se ravisait. Il se rendait compte que l'homme qu'il avait été une semaine plus tôt n'avait plus sa place auprès de cette femme-là. Il ne s'agissait plus d'une affaire d'attirance ou de fierté. Il s'agissait d'un écart de vision, de substance. Il se demandait, sans trouver de réponse satisfaisante, comment il avait pu passer tant d'années à la croisée sans la voir. Plus tard dans la soirée, alors que la musique montait doucement et que les invités se relâchaient sous l'effet des bulles et des échanges, Claire fut invitée à une table regroupant plusieurs investisseurs partenaires de Moreau Tech. Un d'eux,
visiblement intrigué, lui posa une question sur l'évolution des modèles d'intelligence artificielle éthique dans le contexte européen. Claire, calme, articula une réponse précise, structurée, en évoquant les initiatives législatives récentes, les défis des régulations transfrontalières et les paradoxes de la transparence algorithmique. Son analyse était limpide, sans jargon inutile et captivante. Le silence qui suivit sa prise de parole fut différent de celui provoqué par son entrée. Ce n'était plus un silence de surprise ou d'observation, mais un silence de respect. Un de ces silences qui ne nécessitent pas d'applaudissements, car il signifie que tout le monde a compris quelque chose d'essentiel. Julien, qui avait assisté à l'échange de loin, sentit une chaleur étrange lui monter à la gorge. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de la honte, une honte froide et intime, celle de celui qui se rend compte qu'il a méprisé ce qu'il ne comprenait pas. Il repensa au pari, au ton sur lequel il l'avait formulé, au rire qu'il avait déclenché, à l'humiliation qu'il avait cautionnée. Et soudain, il n'eut plus envie de faire partie de cette salle. Il n'avait pas sa place, pas ce soir, pas comme ça. Mais Claire, de son côté, ne se laissait pas distraire par le trouble de Julien. Elle ne le cherchait pas, du regard. Elle ne semblait pas l'éviter non plus. Il était devenu dans sa perception un détail périphérique. Non pas insignifiant, mais plus au centre du récit. Elle avait déplacé le centre. Elle l'avait recentré sur elle-même, non par vengeance, mais par lucidité. Camille, qui observait tout cela depuis un coin de la salle, ne put s'empêcher de sourire discrètement. Elle avait deviné que Claire avait ce potentiel, mais elle n'avait pas anticipé l'onde de choc. Car ce soir, ce n'était pas seulement Claire Dubois qui prenait sa place, c'était toute la structure sociale de Morotech qui se voyait, forcée de réévaluer ses critères, ses hiérarchies, ses récits. Et ce soir-là, au château de Montchat, chacun comprit à sa manière que quelque chose d'irréversible s'était produit. Une femme, que tous avaient prétendu ne pas voir, avait fait naître par sa seule présence assumée une réaction en chaîne, une onde qui allait continuer à se propager bien après que les lumières de la fête se soient éteintes. La nuit avançait, les coupes de champagne se vidaient plus vite qu'elles ne se remplissaient, et le château de Montchat semblait briller d'une lumière plus dense que d'ordinaire. Au centre de cette lumière, Claire Dubois continuait de converser, d'écouter, de répondre avec calme et pertinence. Elle ne cherchait pas la scène, mais celle-ci se construisait autour d'elle, irrémédiablement. Ce qui, pour beaucoup, avait commencé comme une curiosité, s'était transformé en fascination. Julien, lui, ne riait plus. Il ne dominait plus l'espace. Et surtout, il ne comprenait plus sa propre place dans ce tableau qu'il avait pourtant lui-même initié. Appuyé contre une colonne à l'écart de la piste de danse, il fixait Claire. Il tentait de lire sur ses lèvres, de capter les mots qu'elle échangeait avec des dirigeants qu'il n'avait jamais vus aussi attentifs. Son cœur battait fort, mais ce n'était pas l'excitation de l'ego. C'était une sorte de tension interne, un désaccord profond entre l'image qu'il avait d'elle, ou qu'il avait voulu lui assigner, et la réalité qui s'imposait à lui avec une brutalité silencieuse. Elle n'était plus une cible, un personnage secondaire, une anecdote sociale. Elle était un centre de gravité. Julien tenta de se mêler aux conversations pour se distraire. Il rejoignit un petit groupe formé autour de Loïc, son complice habituel, qui ne parlait déjà que de Claire, comme s'il avait toujours cru en son potentiel, comme s'il l'avait toujours soutenu. Le ton était devenu opportuniste, presque flagorneur. Julien ressentit un haut-le-cœur. Il se détourna, s'éloigna et chercha du regard Camille. Il la vit, seule à une table, observant la salle avec l'attention tranquille de celle qui n'a plus besoin d'agir. Il s'approcha d'elle, s'assit sans demander, et lui parla d'une voix plus basse que d'habitude. « Tu savais, n'est-ce pas ?» Camille le regarda longuement. Elle savait de quoi il parlait. Elle hocha la tête avec lenteur. « J'ai toujours su qu'elle était brillante, mais je n'avais pas imaginé qu'elle tiendrait ainsi face à tout ça. » Julien baissa les yeux, soudain conscient du poids de sa propre culpabilité. « J'avais été cruel, admit-il, plus que je ne voulais le voir. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle savait qu'il avait besoin de dire ces mots, non pour obtenir un pardon, mais pour faire face à ce qu'il avait déclenché. Elle le laissa dans son silence, puis dit « Elle ne t'en veut pas. Je crois qu'elle n'a même pas pensé à se venger. Elle ne vit pas pour ça. » Julien releva les yeux, surpris. Alors pourquoi être venu? Parce qu'elle avait quelque chose à dire. Et elle savait que les mots ne suffiraient pas. Un long silence suivit,
ponctué seulement par le bruit étouffé de la musique. Julien observa Claire de loin. Elle riait légèrement à une remarque faite par un jeune développeur du département IA, et ce rire simple et sincère lui parut plus ravageur que n'importe quel discours. Il finit par se lever, incapable de rester plus longtemps dans cette passivité. Il traversa la salle, contournant les groupes, se faufilant entre les serveurs jusqu'à l'endroit où Claire se tenait. Il attendit poliment qu'elle ait terminé sa conversation, et lorsqu'elle se tourna vers lui, il sentit son cœur s'accélérer. « Est-ce que je peux te parler ?» demanda-t-il presque timidement. Elle le fixa quelques secondes, puis acquiesça. Ils s'éloignèrent un peu du tumulte, vers une alcôve plus calme, à l'abri des regards directs. « Je voulais m'excuser, » dit-il sans détour. « Pas parce que tout le monde regarde maintenant, pas parce que tu as gagné quelque chose ce soir, mais parce que je me suis trompé, vraiment, et que je me rends compte à quel point j'ai été aveugle. » Claire ne réagit pas immédiatement. Elle croisa les bras, pencha légèrement la tête. « Ce que tu as fait, Julien, ce n'est pas juste une erreur. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était un choix, un mépris actif, une manière de m'effacer, parce que je ne correspondais pas à ce que tu voulais voir. » Il sentit chaque mot comme une lame fine, précise. « Je sais, et je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que tu m'as appris quelque chose. Ce soir, sur toi, sur moi, sur tout ça. » Elle le regarda un long moment. Son visage n'exprimait ni colère, ni compassion. Il était neutre mais intensément présent. « Tu n'avais pas besoin de moi pour apprendre ça, Julien. Tu avais besoin d'ouvrir les yeux. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour... Toi, je l'ai fait pour moi. » Il hocha la tête, acceptant la clarté de cette réponse. Il comprenait maintenant que sa demande de dialogue, même sincère, ne changerait rien à la nature du déséquilibre qu'il avait imposé. Il n'était plus en droit de vouloir une place dans cette histoire, sauf peut-être comme témoin. Ils restèrent là quelques instants, sans parler. Puis Claire rompit le silence, doucement. « Je ne te déteste pas, mais je ne t'attends pas non plus. » Julien lui sourit, triste, et s'éloigna sans ajouter un mot. Il retourna vers le fond de la salle, reprit un verre et observa le reste de la soirée comme un étranger. Claire, elle, reprit sa place, ses conversations, sa soirée. Non par défi, mais par continuité, car pour elle, cette soirée n'était pas une exception. C'était la première étape d'un mouvement qu'elle n'arrêterait plus. La fête s'était prolongée bien au-delà de minuit. Dans les salons secondaires du château, les groupes s'étaient recomposés au fil des heures. Certaines discussions s'étaient enflammées, d'autres avaient dérivé vers l'anecdotique. Mais partout, dans chaque coin, sur chaque canapé, un nom revenait murmuré ou proclamé « Claire Dubois ». Ce nom, naguère ignoré ou associé à un anonymat presque caricatural, devenait désormais un point de convergence. Elle n'avait rien fait d'autre que d'être là, mais sa présence avait déclenché une série d'ébranlements qui dépassaient le cadre de la simple soirée. Et parmi ceux qui cherchaient encore à comprendre ce renversement, Julien Moreau errait, en silence, confronté à ses propres angles morts. Vers 2 heures du matin, alors que l'ambiance virait doucement à l'intime, il retrouva Camille près de la bibliothèque du château, une pièce plus discrète, à l'abri des projecteurs et des musiques amplifiées. Elle était assise sur un fauteuil en velours, un verre d'eau à la main, les yeux fixés sur la couverture d'un livre ancien qu'elle n'avait pas ouvert. Julien, sans un mot, s'installa en face d'elle. Elle releva les yeux, le fixa longuement, puis reposa son verre. « Tu veux savoir qui elle est ?» dit-elle doucement, sans détour. Julien ne répondit pas. Il acquiesça à peine, comme un élève pris en défaut. « Elle s'appelle Claire Dubois, comme tu le sais. Elle a 32 ans. Diplômée de l'École normale supérieure de Lyon, major de sa promotion en mathématiques appliquées. Une thèse en intelligence artificielle soutenue avec les félicitations du jury à l'université Paris-Saclay. Elle a reçu 3 offres de laboratoires privés à l'étranger, dont une aux États-Unis avec un salaire à 6 chiffres. Elle a refusé chacune d'elles pour rester ici, à Lyon, parce que son père est tombé malade. Un AVC sévère, il a perdu l'usage de la parole et une partie de sa mobilité. Elle s'en occupe seule. Elle a aménagé son temps de travail, négocié un mi-temps déguisé en télétravail, tout en livrant des analyses que même les directeurs de département peinent à comprendre. Julien écoutait, pétrifié. Chaque mot de Camille était un couperet. Il ne savait pas ce qui le blessait le plus, l'ampleur de ce qu'il ignorait,
ou la facilité avec laquelle il avait choisi de ne pas voir. Elle a codé seul un moteur de prédiction comportementale basé sur la détection de micro-indices verbaux et non-verbaux. Elle l'a proposé à l'entreprise il y a 2 ans. Rejeté. Trop ambitieux, disait-il. Depuis, un autre groupe a sorti une solution similaire et Morotech l'a acheté à prix d'or. Ironie du sort ou aveuglement collectif. Julien baissa les yeux. Il se revoyait, quelques semaines plus tôt, riant à une remarque sur l'inutilité des profils trop théoriques. Il se souvenait aussi des réunions où Claire était présente, silencieuse, pendant que d'autres se disputaient des crédits pour des idées qu'ils n'avaient pas eues. Elle a toujours su que les regards glissaient sur elle. Continua. Camille. Elle ne s'en est pas plainte, pas une seule fois. Elle n'a jamais joué la victime, mais elle n'a jamais cessé de faire, de penser, de construire. Et ce soir, elle n'a pas changé, elle a juste cessé de se cacher. Julien releva lentement la tête. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que tu n'étais pas prêt à écouter. Tu voulais briller, pas comprendre. » Il encaissa la réponse sans protester. Il savait qu'elle disait vrai. Il avait fait de l'éclat sa devise, du contrôle son langage. Et Claire échappait à toutes ces grilles. Elle n'était pas prévisible. Elle n'était pas manipulable. Elle était autre. Et cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Camille se leva, fit quelques pas, puis se retourna vers lui. « Elle ne t'a jamais jugé, tu sais, même après ton pari. Elle m'a juste demandé de l'aider à être regardée autrement. Elle n'a jamais cherché à te rabaisser. Elle voulait seulement reprendre possession de son espace. » Julien se leva à son tour. Il regarda par la fenêtre, où les derniers invités s'éloignaient dans la nuit, leurs rires flottant comme des bulles prêtes à éclater. Il comprenait maintenant que tout ce qu'il avait bâti autour de lui reposait sur une illusion de maîtrise. Il n'avait jamais vraiment vu les gens. Il les avait catégorisés, utilisés, décorés. Claire lui avait révélé l'écart entre la réalité et sa lecture du monde. Il se tourna vers Camille. « Je ne sais pas comment réparer ça. Ce n'est pas à toi de réparer, Julien. Ce n'est pas une erreur ponctuelle. C'est une manière d'être que tu dois interroger. Pas pour elle, pour toi. » Il resta là, figé, comme si les murs de la bibliothèque devenaient plus étroits. Dans sa poitrine, une douleur sourde montait, faite de lucidité tardive et de respect naissant. Il comprenait désormais que Claire n'était pas une exception. Elle était un rappel que l'intelligence n'est pas toujours là où l'on pense la trouver, que la grandeur peut se taire, mais qu'elle ne se renie jamais, et qu'un jour, inévitablement, elle se manifeste, sans éclat, mais avec une force contre laquelle aucun jeu social ne peut tenir. Le lendemain de la fête, la ville semblait couverte d'un voile de silence étrange. Les bureaux de Morotech ouvraient comme à leur habitude, mais l'énergie qui circulait entre les étages était teintée d'un mélange d'attente et de tension. La soirée au château de Montchat, censée n'être qu'une parenthèse festive, avait provoqué une onde de choc bien plus profonde que ne l'avaient anticipé les organisateurs. Il ne s'agissait plus seulement d'un événement mondain, c'était devenu un point de bascule. Très tôt dans la matinée, un message anonyme fit irruption dans les boîtes mail de la direction et de plusieurs cadres intermédiaires. L'expéditeur, dissimulé derrière un compte générique, accusait Claire Dubois d'avoir manipulé la soirée pour se mettre en avant, utilisant son image de fille discrète pour mieux provoquer une transformation spectaculaire. Le message insinuait qu'elle avait orchestré cette mise en scène, avec l'aide de Camille et d'autres complices pour obtenir un avantage professionnel ou médiatique. Il évoquait même une possible instrumentalisation de sa situation familiale comme argument de sympathie. Les premiers à lire le message échangèrent des regards embarrassés. Certains, d'abord indignés par le ton, ne purent s'empêcher de se demander s'il y avait une part de vérité dans cette version. Des faits. D'autres y virent immédiatement un acte de jalousie, mais préférèrent se taire, redoutant les implications. L'email se propagea rapidement, comme une tache d'huile sur une nappe blanche. En quelques heures, toute l'entreprise était au courant. Claire, quant à elle, fut l'une des dernières à découvrir le contenu du message. Une collègue, bien intentionnée, le lui montra sur son écran, avec un air confus. Elle lut les mots lentement, sans sourciller. Puis elle rendit l'ordinateur à sa collègue, se leva calmement et quitta le bureau sans dire un mot. Elle marcha dans les couloirs sans se presser, descendit les escaliers et s'arrêta devant le bureau du directeur général. Elle frappa, 2 fois entra sans attendre de réponse
et demanda un temps de parole à la réunion de clôture prévue en fin de journée, à laquelle tous les cadres seraient présents. Le directeur, surpris par sa demande et encore plus par son ton, accepta sans poser de questions. Il connaissait déjà l'existence du message anonyme. Il avait, lui aussi, été troublé par la soirée, par cette jeune femme dont il ne connaissait jusqu'alors que le nom dans des rapports d'analyse qu'il ne lisait que partiellement. Devant la détermination de Claire, il comprit qu'il n'était pas en position de refuser. La réunion de clôture, prévue dans la grande salle vitrée du dernier étage, réunissait près d'une centaine de personnes. Habituellement consacrée au bilan financier, aux prévisions de croissance et aux félicitations protocolaires, elle prenait cette fois une toute autre tournure. Lorsque Claire entra, seule, vêtue simplement d'un pantalon noir et d'un pull gris clair, le silence se fit immédiatement. Tous savaient pourquoi elle était là. Tous avaient lu le message. Tous attendèrent de voir si elle allait se défendre, se justifier ou fuir. Elle s'approcha du pupitre sans hésitation. Le directeur lui fit un léger signe de tête, puis recula pour lui laisser la place. Claire prit une profonde inspiration, regarda l'assemblée et commença à parler d'une voix claire, sans note, sans tremblement. « Je ne suis pas ici pour me défendre, dit-elle d'emblée. Je ne suis pas une victime, et je ne suis pas venue chercher votre approbation. » Un frisson traversa la salle. Elle marquait déjà un territoire que peu osaient franchir. « Je suis venu vous parler de dignité et de regard. Du regard que vous posez sur les autres, sur vos collègues, sur ceux qui ne parlent pas fort, qui ne participent pas au jeu de pouvoir, qui ne cherchent pas à se faire aimer. Je suis l'une de ces personnes que vous avez choisi de ne pas voir, pas parce qu'elles étaient invisibles, mais parce qu'elles ne correspondaient pas à votre image du succès. » Elle s'arrêta quelques secondes, laissa le silence s'installer, puis reprit plus calmement. « Je n'ai pas changé pour être accepté. Je n'ai pas changé du tout. Ce que vous avez vu, ce que vous croyez être une transformation, n'était qu'une levée de voile, une évidence. Et si cela vous a dérangé, ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de ce que vous refusez de regarder chaque jour. » Quelques murmures parcoururent l'assemblée, mais personne n'interrompit. Claire dominait la salle sans élever la voix. « Vous avez reçu un message anonyme ce matin, un message lâche, qui prétendait révéler une manipulation. Je ne répondrai pas à cela, parce que ce genre d'accusation ne vise pas à connaître la vérité. Il vise à dissuader, à faire taire, à ramener ceux qui s'élèvent à une posture docile. Et moi, je refuse de me taire. » Elle regarda successivement plusieurs visages dans la salle, des collègues, des directeurs, des partenaires. Aucun ne soutint son regard très longtemps. « J'ai travaillé ici pendant 5 ans, sans jamais entendre mon nom dans une seule réunion stratégique. J'ai proposé des projets qui ont été ignorés. J'ai été polie, respectueuse, compétente, et vous avez continué à ne pas me voir jusqu'à ce que je porte une robe. Alors là, soudainement, vous m'avez écouté. Demandez-vous pourquoi. » Une tension presque douloureuse s'était installée. Certains baissaient les yeux, d'autres fronçaient les sourcils, comme s'ils tentaient de trouver une issue au malaise. « Je ne suis pas votre leçon. Je ne suis pas votre exception. Je suis votre reflet. Et si ce que vous voyez vous déplaît, alors il est temps de revoir vos miroirs. » Elle se tut. Le silence dans la salle n'était plus de l'inconfort. C'était une forme de stupeur, une suspension, un avant et un après. Claire s'éloigna du pupitre, sans attendre de réaction, sans chercher l'approbation. Elle sortit de la salle comme elle y était entrée, droite, libre, intacte. Ce jour-là, elle n'avait pas défendu sa réputation. Elle avait redéfini la notion même de respect. Et ceux qui l'avaient écoutée savaient, dans le fond d'eux-mêmes, qu'ils ne pourraient plus prétendre qu'ils ne savaient pas. Le lundi suivant, Léon se réveilla avec une tension invisible dans l'air, comme si la ville entière retenait son souffle. Ce qui s'était passé durant la réunion de clôture chez Moreau Tech ne resta pas longtemps confiné au mur du dernier étage. Quelques heures seulement après le discours de Claire Dubois, une vidéo filmée discrètement par un stagiaire fut partagée sur un forum professionnel interne, puis relayée sur les réseaux sociaux. En moins de 24 heures, elle fit le tour de la communauté tech française, et au-delà. Sur les images, on voyait Claire debout, sans notes, sans effet de manche, face à une salle silencieuse, attentive, parfois mal à l'aise. Son discours, prononcé avec une justesse rare, frappait par sa sincérité. Pas de plainte, pas d'agressivité, juste une vérité nue, posée là, implacable. Loin de susciter la controverse, la vidéo fut accueillie comme une révélation. Des centaines
Puis des milliers de personnes, hommes et femmes, se reconnurent dans ces mots. Des professionnels de tous horizons commentèrent la vidéo, exprimant leur respect, leur admiration, leur propre malaise face aux pratiques qu'ils avaient tolérées ou auxquelles ils avaient participé dans leurs entreprises. Les médias prirent rapidement le relais. Un premier article apparut sur un blog influent du secteur numérique. Le titre « Claire Dubois, celle qu'ils n'ont pas vu venir ». Puis ce fut Le Monde, Les Échos, France Culture, puis une tribune dans Libération, signée par plusieurs figures du monde académique et technologique, saluant le courage lucide d'une femme qui a osé dire non au silence. Même ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Morotech s'intéressaient désormais à ce cas devenu emblématique. Claire, fidèle à elle-même, ne fit aucun commentaire. Elle refusa toutes les demandes d'interview dans un premier temps, ne répondit à aucun message de journaliste, n'accepta aucune invitation sur les plateaux. Elle continua à travailler avec la même rigueur dans le même bureau, sans jamais changer son attitude. Mais autour d'elle, tout changeait. Ses collègues, d'abord mal à l'aise, commencèrent à la saluer différemment. On la regardait, désormais avec une forme de respect mêlé de prudence. Certains, sincèrement touchés, vinrent s'excuser pour leur comportement passé. D'autres, plus discrets, choisirent à la distance, incapables d'affronter leur propre honte. Julien Moreau, quant à lui, vécut ces jours comme un naufrage intérieur. La vidéo le montrait brièvement, assis au fond de la salle, figé, incapable de réagir. Son nom ne fut jamais prononcé, mais beaucoup savaient que c'était lui, à l'origine du pari. Les réseaux sociaux, impitoyables, commencèrent à évoquer son rôle, certains demandant sa démission, d'autres moquant son silence, d'autres encore soulignant son absence de réaction. Il devint malgré lui un symbole de l'aveuglement des puissants face à ceux qu'il croyait inférieurs. Au troisième jour, Julien publia une lettre ouverte sur le site officiel de Morotech et sur son profil professionnel. Il ne tenta pas de se justifier. Au contraire, il reconnut sans détour la nature humiliante de son pari, sa propre arrogance, son ignorance des compétences de Claire. Il décrivit avec une précision inhabituelle pour lui la prise de conscience qu'il avait vécue ce soir-là, et surtout les jours qui avaient suivi. Il s'excusa publiquement, non pas dans l'espoir d'être pardonné, mais dans celui de poser un acte de réparation, aussi symbolique soit-il. Il concluait ainsi « Je n'ai pas vu Claire Dubois parce que je ne voulais pas voir. Ce n'est pas elle qui a changé, c'est moi qui dois le faire. » La publication fut saluée pour sa franchise. Certains y virent un aveu sincère, d'autres une stratégie de survie. Claire, encore une fois, ne commenta pas. Mais lorsqu'on lui demanda dans une réunion interne ce qu'elle pensait de cette lettre, elle répondit simplement « Il a dit ce qu'il devait dire. À lui de montrer maintenant ce qu'il veut faire de ce qu'il a compris. » Les jours suivants, Claire fut approchée par de nombreuses entreprises. Offres d'emploi, propositions de conférences, projets de recherche. Mais elle en déclina la majorité. Elle ne cherchait pas une revanche brillante, elle cherchait de la cohérence. Elle accepta cependant de participer à une table ronde organisée par l'INRIA sur la place des femmes dans les structures technologiques. Son intervention brève mais percutante fut largement diffusée. C'est à cette même période que Julien la recontacta, par un message court, sans formule de politesse excessive, sans détour. Il proposait de la rencontrer, non pour revenir sur le passé, mais pour lui parler d'un projet. Pas un projet commercial, pas une opération d'image, une idée qu'il avait en tête depuis quelques jours. Créer une cellule de conseil indépendante dédiée à la transformation des cultures d'entreprise, avec un accent fort sur la reconnaissance des invisibles. Claire hésita longuement avant de répondre, puis elle accepta à condition qu'il vienne seul, sans attaché de presse, sans communication. Juste lui. Un jour de pluie, ils se retrouvèrent dans un petit café de la presqu'île. Pas de salutations excessives. Pas d'effusion. Juste une conversation franche, posée, entre deux personnes qui avaient enfin quitté leur masque. Et dans cet échange, quelque chose de nouveau naquit. Non pas une alliance, ni une amitié, mais un possible. Un espace partagé, où le respect ne serait plus une faveur accordée, mais une condition première. Un lieu où peut-être la réparation pouvait commencer, non par des mots, mais par des actes. Les semaines qui suivirent furent marquées par un calme apparent chez Morotech,
Mais sous cette surface tranquille, de nombreuses dynamiques internes se réorganisaient. L'affaire Claire Dubois, comme certains l'appelaient désormais, avait laissé des traces profondes. Ce n'était pas un simple épisode viral, un moment de tension médiatique à oublier. C'était un point de bascule qui forçait l'entreprise à revoir ses pratiques, sa culture, ses angles morts. Des groupes de travail furent créés, des formations sur les biais inconscients furent proposées, des séances d'écoute furent instaurées. Mais au-delà des actions officielles, c'est dans les échanges du quotidien que le changement se mesurait réellement. Claire, fidèle à elle-même, poursuivait son travail avec la même rigueur, la même discrétion. Pourtant, tout avait changé autour d'elle. Ses rapports étaient désormais lus avec attention, ses idées prises en compte, ses remarques écoutées jusqu'au bout. Mais elle restait vigilante. Elle savait que l'admiration pouvait rapidement se transformer en récupération, que le respect affiché pouvait masquer un opportunisme encore présent. Alors, elle se tenait droite, sans excès, sans mépris non plus, mais avec une exigence nouvelle, celle d'être traitée comme une interlocutrice pleine et entière, sans condition. Un matin, alors qu'elle travaillait sur un nouveau modèle d'analyse prédictive comportementale, elle reçut un message de Julien, sobre, direct, sans emphase. Il la remerciait pour leur dernière rencontre et lui proposait un rendez-vous pour discuter plus concrètement du projet qu'il avait en tête. Il ne parlait pas de partenariat, il parlait de collaboration, sur un pied d'égalité. Claire réfléchit longuement avant de répondre. Elle voulait être sûre qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de rachat symbolique, d'un geste de rédemption déguisé. Puis elle accepta. Leur deuxième rencontre eut lieu dans un espace de coworking qu'ils avaient choisi ensemble. Neutre, sans hiérarchie implicite. Julien arriva avec un dossier, non pas pour impressionner, mais pour partager. Il exposa son idée. Une structure indépendante, agile, qui proposerait des diagnostics culturels dans les entreprises technologiques avec un focus sur les dynamiques invisibles, celles qui freinent l'émergence des talents silencieux, celles qui reproduisent des schémas d'exclusion insidieux. Il voulait créer un modèle d'intervention fondé sur l'écoute, l'observation, la pédagogie, mais aussi sur la donnée, l'analyse fine des comportements internes. Claire l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle lui posa 3 questions précises sur la méthodologie envisagée, les biais potentiels dans les outils proposés et la gouvernance de la future entité. Julien répondit sans se dérober. Pour une fois, il ne cherchait pas à convaincre, mais à co-construire. Elle sentit chez lui une évolution réelle. Non un changement de façade, mais une transformation lente, peut-être douloureuse, mais sincère. Elle lui proposa alors une contre-offre. Au lieu de créer une cellule rattachée à Morotech, il créerait une entité totalement indépendante avec un statut de SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui garantirait une gouvernance partagée et une transparence totale. Julien, d'abord surpris, accepta sans hésiter. Ce serait la condition de leur collaboration. Pas de hiérarchie, pas de propriété symbolique, un projet commun. Ainsi naquit l'idée de Perspective, une plateforme d'expertise dédiée à l'analyse des environnements de travail sous l'angle des silences, des non-dits, des asymétries de pouvoir. Claire prit en charge la direction scientifique du projet, définissant les axes de recherche, les protocoles de collecte et d'analyse de données. Julien, quant à lui, mobilisa ses réseaux pour obtenir les premiers partenariats, tout en s'astreignant à ne pas occuper le devant de la scène. Ils présentèrent le projet ensemble quelques semaines plus tard, lors d'un forum sur l'innovation sociale. Leur intervention, simple, claire, posée, fut saluée non pour son éclat, mais pour sa justesse. On sentait dans leurs mots une volonté partagée de ne pas capitaliser sur un événement passé, mais de construire quelque chose de durable, de structurel. Le public ne vit pas une réconciliation. Il vit une collaboration inédite entre deux forces qui avaient appris, à travers le conflit, à se reconnaître. Claire, sollicitée pour d'autres projets, refusa poliment plusieurs offres de conférences, préférant concentrer son énergie sur le développement de la plateforme. Elle travailla avec des sociologues, des psychologues du travail, des data scientists, bâtissant un réseau de compétences solides autour d'une idée simple, redonner une voix à ceux qu'on n'écoute pas, non pour les mettre sur un piédestal, mais pour rééquilibrer les dynamiques collectives. Julien lui apprenait.
Il posait des questions qu'il n'aurait jamais osé formuler auparavant. Il reconnaissait ses limites. Il acceptait les critiques. Il ne cherchait plus à plaire. Il cherchait à comprendre. Et plus les semaines passaient, plus il s'éloignait de l'image de l'héritier brillant et arrogant que tout le monde connaissait. Il devenait autre, quelqu'un de plus simple, de plus vrai. Un jour, après une longue journée de travail sur un nouveau protocole d'audit comportemental, ils prirent un café sur la terrasse du local qu'ils occupaient désormais. Claire regardait les toits de la ville, le soleil couchant projetant une lumière douce sur la pierre. Julien rompit le silence. « Tu regrettes d'avoir accepté mon invitation ce soir-là » Elle tourna la tête, le fixa, puis répondit avec un léger sourire. « Ce n'était pas une invitation, c'était une épreuve. Et je suis heureuse de l'avoir traversée. » Ils ne dirent rien de plus. Mais dans ce silence partagé, il y avait une forme de paix. Pas une paix facile, une paix conquise. Et l'invitation qu'elle avait acceptée, ce soir de Paris malheureux s'était mué par la force de sa volonté en un chemin d'émancipation et de transformation qui ne dépendait plus de personne. 1 an s'était écoulé depuis la soirée au château de Montchat, mais dans la mémoire collective de Moreau Tech et bien au-delà, cet événement n'avait rien perdu de son intensité symbolique. Ce n'était pas seulement une anecdote d'entreprise, un épisode insolite dans le monde feutré des cadres et des start-up. C'était devenu un repère, une borne, une histoire qu'on racontait dans les séminaires sur la diversité, dans les conférences sur la culture d'entreprise, dans les articles consacrés aux mutations sociales du monde professionnel. Mais pour Claire Dubois, il ne s'agissait jamais de se souvenir. Il s'agissait toujours d'agir. Elle avait quitté Moreau Tech peu de temps après le lancement de Perspective, non par colère ou ressentiment, mais par cohérence. Elle savait que pour créer un véritable espace de transformation, elle ne pouvait pas continuer à évoluer dans une structure qu'elle avait elle-même contribué à remettre en question. Elle était partie sans cérémonie, sans discours d'adieu, sans effusion. Mais son absence se fit sentir immédiatement. Elle laissait derrière elle un vide étrange, celui d'une présence qui n'avait jamais été pleinement intégrée, mais dont le manque, désormais, révélait l'importance. Avec Julien, elle avait construit une entité qui défiait les règles classiques du monde de l'entreprise. Perspective n'était ni un cabinet de conseil traditionnel, ni une ONG. C'était un lieu de recherche appliquée, d'expérimentation sociale, d'intervention sur le terrain. Les entreprises qui les contactaient ne le faisaient plus seulement pour améliorer leur image ou répondre à des obligations réglementaires. Elles venaient chercher autre chose. Un regard neuf, une capacité à dire ce qui n'était pas dit, à nommer ce qui pesait dans les silences organisationnels. Claire dirigeait les équipes avec une fermeté douce. Elle refusait le culte du leader charismatique. Elle encourageait les décisions collectives, les revues croisées, l'auto-évaluation permanente. Elle n'était pas une figure lointaine. Elle écoutait, elle observait, elle interrogeait. Et quand elle parlait, c'était toujours après avoir laissé les autres s'exprimer. Julien, devenu cofondateur actif et humble, gérait les relations externes, les financements, les réseaux. Mais il avait appris à ne pas occuper l'espace, à proposer sans imposer, à construire sans dominer. En quelques mois, Perspective était devenu un modèle. On leur demandait conseil pour refonder des chartes de valeurs, pour redessiner des processus de recrutement, pour comprendre pourquoi certaines voix ne se faisaient jamais entendre dans les réunions. Mais au-delà de leur mission officielle, ce qu'ils incarnaient touchait un point plus profond, la possibilité d'un autre rapport à la compétence, à la parole, à la reconnaissance. Un jour, un journaliste venu faire un reportage sur leur travail demanda à Claire comment elle se décrirait en une phrase. Elle répondit après un long silence « Je suis celle qu'ils ont ignorée et que personne ne peut plus ignorer ». La phrase fit le tour des réseaux. Elle fut reprise, commentée, même détournée. Mais elle ne fut jamais galvaudée. Car, derrière ces mots, il y avait une trajectoire, une vérité incarnée, une force sans éclat mais irréfutable. Lors d'un événement sur l'innovation sociale à Marseille, Claire fut invitée à clore une journée de débat. Elle monta sur scène, vêtue comme à son habitude d'un pantalon droit, d'une chemise fluide, sans bijoux, sans artifice. Elle parla de la violence douce de l'invisibilité, du prix à payer pour exister sans se plier, de la fatigue d'avoir à prouver sa légitimité quand d'autres la reçoivent par défaut.
Mais elle parla aussi de la joie, discrète mais puissante, de construire un espace à soi, où la reconnaissance ne se mendie pas, mais se fonde. Dans le public, des jeunes femmes prenaient des notes. Des hommes levaient les yeux de leur téléphone. Des cadres supérieurs froncèrent les sourcils, touchés malgré eux. Elle ne parlait pas pour convaincre. Elle parlait pour nommer, pour transmettre, pour que d'autres ne passent pas par le même silence. Après la conférence, une étudiante en ingénierie l'approcha, les mains tremblantes, les yeux brillants. Elle lui dit « J'ai failli abandonner mes études l'année dernière. Je pensais que personne ne me voyait. Vous m'avez montré que ce n'est pas moi qui étais invisible. C'est le regard des autres qui était aveugle. » Claire, lui, serra la main, la remercia d'être venue. Puis elle retourna à son train, reprenant le fil d'un quotidien qui pour elle n'avait rien de spectaculaire. Car son histoire n'était pas celle d'un triomphe, c'était celle d'un mouvement continu, d'une vigilance, d'une exigence portée chaque jour. Julien, depuis leur bureau lyonnais, la regardait parfois évoluer avec une forme de gratitude silencieuse. Il n'avait plus besoin de se racheter. Il avait choisi d'apprendre. Et en cela, il s'était réinventé. Un an jour pour jour après, cette fameuse soirée, Claire et Julien organisèrent une rencontre professionnelle autour de la thématique « Comment intégrer ceux que le système oublie ?» Ils ne mirent pas leur nom sur l'affiche. Ce n'était pas leur histoire qu'ils voulaient raconter, c'était celle des autres, de ceux qu'on entend peu, de celles qu'on regarde sans voir, de ceux qui, dans l'ombre, construisent des formes nouvelles de légitimité. Et dans cette salle pleine de visages attentifs, une chose était désormais certaine. La femme que tous avaient ignorée n'était plus une énigme. Elle était devenue une référence. Une VOA. UNREPRENONPASPARCEQ. Joël avait serie plus forte. MISPRCQIQ avait PRCSTEITRE. MLGRTIOUT. Plain EMENTL. MEMI.